Et si la réalité qu'on expérimente tous les jours n'était, au fond, qu'une sorte d'illusion? Et si, encore plus fou, c'était notre propre conscience qui en était l'architecte? C'est cette idée, un peu vertigineuse je l'avoue, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors on va commencer par une question qui paraît toute simple. Ce monde qu'on voit, qu'on touche, est-il vraiment réel? On a l'impression que oui, bien sûr, et pourtant la science moderne elle-même commence à nous dire que la réponse est, eh bien, probablement pas. Pas comme on l'imagine. Regardez ce décalage, c'est énorme. D'un côté, il y a ce que nos sens nous disent. La matière, c'est dur. L'espace, c'est vide. Le temps avance. Simple. De l'autre, ce que la physique nous souffle à l'oreille. La matière n'est qu'une vibration, l'espace est en fait un champ plein d'énergie, et le futur, il serait déjà là, quelque part. C'est toute notre vision du monde qui est en train de vaciller. Bon, alors allons-y, déconstruisons un peu ces fameux piliers. La physique d'aujourd'hui nous montre que la matière, l'espace et le temps, loin d'être des fondations solides, ressemblent plus à des perceptions, des constructions de notre conscience qu'à des réalités absolues et objectives. D'accord, mais alors si la réalité n'est pas faite de matière et de temps comme on le pense, de quoi est-elle faite? Eh bien la réponse pourrait se trouver là où on s'y attend le moins, dans le vide. Un vide qui en fait serait tout sauf vide. Il serait incroyablement plein. Ce concept a un nom. On l'appelle le champ akashique. Essayez d'imaginer un océan d'informations, totalement invisible, pas physique du tout, mais qui est la base, la source de tout ce qui existe. Ce n'est pas une absence de choses, c'est au contraire le réservoir de toutes les choses possibles. Pour vraiment prendre la mesure de ce champ, il faut se poser une question. À quel point ce vide est-il dense en information si on le compare à toute la matière visible de notre univers? Accrochez-vous bien parce que la réponse est tout simplement ahurissante. Ce vide, il contiendrait 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité matérielle. C'est un 1 avec 120 zéros derrière. C'est un chiffre qui est tellement gigantesque que notre cerveau ne peut même pas le concevoir. Pour faire simple, notre univers visible, avec toutes ses galaxies, n'est qu'une ridicule poussière dans cet océan d'informations. Mais pourquoi autant d'informations? Tout simplement parce que ce vide doit contenir tous les scénarios possibles et imaginables, toutes les lignes de temps alternatives, tous les choix qui n'ont jamais été faits, ce qu'on appelle parfois le multivers. Notre réalité, celle qu'on vit, ce n'est qu'une seule trajectoire, une petite ligne de haute densité qui navigue dans cet immense océan de possibilités de faible densité. Alors, si notre réalité n'est qu'une possibilité parmi une quasi-infinité, qu'est-ce qui fait le tri? Qu'est-ce qui transforme un potentiel en une réalité qu'on peut toucher et voir? C'est précisément là que la conscience entre en jeu. Et là, c'est le grand retournement de situation. La vision classique, c'est le cerveau, un organe bien matériel, produit la conscience. La nouvelle vision, qui est beaucoup plus radicale, dit l'inverse. La conscience est première et c'est elle qui crée la matière, l'espace et le temps, et donc le cerveau. En gros, ce n'est pas le cerveau qui pense, c'est la conscience qui se manifeste à travers lui. D'accord, mais comment ça marcherait concrètement? Eh bien, la conscience agirait un peu comme un projecteur. En se focalisant sur le champ de tous les possibles, elle en extrait une information et la solidifie pour en faire une réalité. En fait, dès qu'il y a un observateur, l'information passe de l'état de potentiel à l'état de actuel, de manifesté. Ça nous amène à une idée assez déroutante, la double causalité. On a l'habitude de penser que c'est le passé qui influence le présent. C'est logique. Mais dans ce modèle, le futur, qui existe déjà en tant que potentiel, peut aussi nous attirer vers lui. Nos choix d'aujourd'hui seraient donc influencés non seulement par notre passé, mais aussi par les futurs possibles vers lesquels on se dirige. Et là où ça devient vraiment passionnant, c'est que ce n'est pas juste une théorie abstraite pour physiciens. Ça a des implications très concrètes sur la manière dont on peut naviguer dans sa propre vie et potentiellement influencer son propre futur. Pour se le représenter simplement, on peut imaginer la vie de chacun comme une sorte de tunnel invisible qui avance à travers l'espace-temps. Ce tunnel contient notre futur le plus probable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce tunnel n'est pas gravé dans le marbre. Il peut changer de direction. Prenons un exemple. Imaginez une personne en vacances qui a 3 occasions de vivre une prise de conscience importante. Première occasion, elle la rate. Le tunnel de vie continue tout droit. Deuxième occasion, là une petite ouverture se crée. Une autre voie devient possible, mais c'est encore fragile. Et puis arrive la 3e occasion qui vient confirmer ce changement intérieur et hop, ça verrouille une trajectoire de vie complètement nouvelle. C'est à cet instant précis que tout l'avenir a basculé. Le point crucial, il est donc là.
Pour changer son futur, il faut d'abord changer son état de conscience, son état d'être intérieur. Et ça demande de se libérer de nos comportements automatiques, de ces robots internes qui nous font tourner en boucle et nous maintiennent sur la même trajectoire. On peut identifier 3 grands robots. D'abord, le robot émotionnel, celui qui juge constamment tout en bien ou mal. Son antidote, c'est la confiance, la foi. Ensuite, le robot mental, avec son moulin à penser qui ne s'arrête jamais. Lui, on le calme avec le lâcher-prise. Et enfin, le robot de l'ego qui nous enferme dans une fausse image de nous-mêmes et qu'on dépasse par le détachement. Tout ça, forcément, ça nous amène à redéfinir complètement ce que ça veut dire être humain. Si on n'est pas juste un corps matériel, un pur produit du hasard, alors qu'est-ce que le soi en réalité ? Ce qui est assez incroyable, c'est que ce modèle offre une base qui rend le concept de l'âme plausible d'un point de vue physique. Une entité qui gouvernerait la vie de façon non mécanique, qui serait une extension immatérielle du corps, via l'information du vide, et dont l'information pourrait survivre à la mort, puisqu'elle est indépendante du temps. La physique elle-même semble ouvrir une porte. Cette citation résume parfaitement cette nouvelle perspective. Notre véritable identité ne serait pas notre conscience de tous les jours, notre petit ego. Elle serait dans cette connexion verticale, cet axe qui nous relie à tous les niveaux de la réalité, du plus matériel au plus subtil. Et on termine avec cette question, qui ramène toute cette exploration à une échelle très personnelle, très intime. Si la conscience est vraiment l'architecte du monde qu'on expérimente, si elle puise dans un champ infini de possibilités pour n'en choisir qu'une, alors la question c'est: quelle réalité est en train de se manifester à travers chacun à chaque instant? Une question qui bien sûr reste ouverte.